Professeur émérite, critique littéraire à l'opinion respectée, féministe et intellectuelle engagée. Malgré tout, son nom vous est sans doute inconnu. Si sa pudeur l'empêche de toujours signer les documents auxquels elle travaille, elle n'en contribue pas moins à la société de son époque, que ce soit en lisant et en commentant les manuscrits d'auteurs québécois désormais incontournables comme Roger Lemelin, Gabriel Roy et Anne Hébert, ou encore en participant aux commissions Parents et Bird, deux événements qui allaient changer durablement la vision qu'on a de l'éducation au Québec et le statut de la femme au Canada. Autrement dit, elle ouvre la voie dans les années 50-60 à la Révolution tranquille, autant par son exemple que par ses mots, que par ses actions. J'ai nommé Jeanne Lapointe. Jeanne Lapointe naît à Chicoutimi en 1915 dans un milieu assez aisé. C'est cette situation familiale privilégiée qui lui permet d'accéder aux hautes études, ce en quoi elle fait figure d'exception pour son époque. Elle étudie aux Ursulines, puis au lieu de s'arrêter là, comme beaucoup de femmes de sa génération, elle décide de prendre contact avec Mère Sainte-Anne-Marie, fondatrice du premier cours classique pour jeunes filles. Qu'est-ce que le cours classique? Il faut savoir que le cours classique est unique au Canada français. Il s'agit d'un programme d'enseignement qui est dispensé par des membres de l'Église et qui dure en général 8 ans. Au temps de Jeanne Lapointe, plus particulièrement, il s'agit de la seule porte d'entrée vers l'université. On retrouve alors 19 collèges pour garçons contre un seul pour jeunes filles. C'est donc là, au Collège Marguerite-Bourgeoys de Montréal, qu'elle étudie. Elle poursuit ses apprentissages à l'Université Laval où elle obtient une maîtrise en 1938, une première pour une femme laïque. Elle y devient peu après enseignante de littérature française et québécoise, ce qui ne l'empêche pas, en parallèle, de rédiger des critiques littéraires, et c'est ainsi qu'on la retrouve dans les années 50 chez Cité Libre. Qu'est-ce que Cité Libre? Cité Libre, c'est une revue à la fois progressiste et humaniste, publiée tous les 4 mois durant la décennie 1950. Elle regroupe des gens de 30 ans et moins venus de différents milieux et soucieux de progrès sociaux. Parmi ses collaborateurs les plus fameux, on compte notamment l'ancien premier ministre du Canada, Pierre Elliott Trudeau, mais aussi son rival politique, René Lévesque. On comprend par là que la revue mise sur la confrontation d'idées afin de soulever des questions et de faire avancer la société. Jeanne Lapointe, au moment de la parution de son premier article, a déjà 39 ans. C'est donc en tant que critique bien établie qu'elle prête sa plume à Cité Libre. Sa participation est toutefois de quoi étonner en tant que professeur. Dans son article intitulé « Quelques apports positifs de notre littérature d'imagination », elle ne mâche pas ses mots. Elle plaide en faveur d'une littérature québécoise libérée de son nationalisme religieux malsain, moins centrée sur elle-même, plus réaliste. Elle termine en critiquant une certaine forme de dogmatisme dans l'enseignement clérical qui nuirait à la création littéraire en imposant ses vérités. Ce dernier passage ne manque pas de courage et il interpelle d'ailleurs directement Félix-Antoine Savard qui se permet de lui répondre au sein du même numéro. Qui est Félix-Antoine Savard? Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, difficile de croire que lui et Lapointe sont contemporains. Savard, c'est l'auteur de Menot, maître draveur et de L'Abbati, 2 romans faisant l'apologie de la langue française, du terroir et surtout de la religion. 2 romans pour lesquels il se base sur sa propre expérience en tant que missionnaire en Abitibi. Savard, ou devrais-je plutôt dire Monseigneur Savard, au moment des faits, c'est surtout un professeur d'expérience et qui plus est le doyen de la faculté des lettres de l'Université Laval. Autrement dit, c'est son doyen à elle. Dans une lettre adressée à Lapointe en privé, il se permet de remettre la professeure à l'ordre en raison de son article. On comprend à cet exemple que la critique de Lapointe n'est pas que littéraire, elle s'accompagne également d'une mission, celle de transformer les mentalités. À quand la Révolution? L'apport de Jeanne Lapointe à l'avènement de Temps nouveau n'est pas qu'idéologique. En 1960, le Parti libéral de Jean Lesage prend le pouvoir. La population québécoise est alors la moins scolarisée au Canada. Un groupe est créé afin d'étudier la question et tenter de remédier au problème. Dans le langage politique, c'est ce qu'on appelle une commission.
La commission d'enquête sur l'enseignement pour la province de Québec est dirigée par Monseigneur Parent, recteur de l'Université Laval. Elle comprend seulement 2 femmes, dont une seule laïque, Jeanne Lapointe. C'est elle qui donne sa méthode de travail au groupe. Elle prend très tôt la coutume de rédiger par elle-même des textes préliminaires dont les opinions bousculent et qui servent ensuite de cadre de discussion au groupe, sinon d'ébauche de chapitres. Son influence est telle que le sociologue Guy Rocher, lui aussi commissionnaire au moment des faits, n'hésite pas à dire que sans elle, le rapport Parent n'aurait eu ni la teneur, ni la qualité, ni la densité qui ont contribué à l'influence qu'il a exercée dès sa parution et jusqu'à ce jour. Ce travail de longue haleine donne en effet lieu à des changements majeurs. Abolition du cours classique, création des cégeps et des polyvalentes, enseignement laïque, école mixte et finalement accès à l'éducation supérieure pour tous. Qu'en est-il des femmes maintenant? Eh bien, depuis l'obtention du droit de vote par les femmes au Québec en 1940, les droits des femmes ont assez peu évolué. C'est ce qui amène à la création en 1967 de la Commission royale d'enquête sur le statut de la femme au Canada, aussi appelée Commission Byrd, et pour laquelle Lapointe est recrutée en raison de son expérience. C'est à ce moment qu'elle prend connaissance de la littérature féministe. Durant les importantes consultations auxquelles donne lieu la commission, elle s'assure que le rapport soit rédigé dans un langage clair et accessible à tous. Aussi, alors que ses collègues sont plutôt préoccupés par des questions de droit et d'économie, elle milite de son côté pour une plus grande représentativité des femmes dans les manuels scolaires. Une sensibilité d'ordre psychologique très avant-gardiste pour l'époque et aussi plus proche, peut-être même, de celle qu'on pourrait avoir aujourd'hui. La commission Byrd donne lieu en définitive à des avancées majeures comme l'obtention du droit à l'avortement et aussi la possibilité pour les femmes de demander le divorce. Durant les années suivantes, elle met sa plume au service de la cause féministe. Elle promeut des écrivaines, met en place des cours réalisés dans une perspective féministe, crée des prix destinés à financer la recherche en ce domaine, participe à des conférences réalisées sur le sujet, et ainsi de suite. Tristement, la maladie vient mettre un frein à tout ce beau travail en la laissant incapable de s'exprimer facilement par la parole ou encore par l'écrit. Ainsi, seules ses aquarelles ont conservé le secret de ses dernières pensées. Sa modestie ne l'aurait sans doute pas permis, mais devant tout l'héritage qu'elle laisse, que ce soit en tant qu'enseignante, critique, commissionnaire ou encore artisane de la Révolution tranquille, on ne peut que se demander à quand un pavillon Jeanne Lapointe à l'Université Laval et surtout, à quand une nouvelle discussion sur l'enseignement au Québec. Si une telle discussion est à venir, alors on ne peut qu'espérer qu'il y ait des femmes du calibre de Jeanne Lapointe pour prendre les commandes de l'événement.